Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. La filière de l'économie et de la ville est la première filière industrielle en France. Pesant 10,8% du PIB en 2022, elle emploie plus de 2,3 millions de Français dans 8 secteurs d'activité. Comme chaque année depuis 7 ans, EY et la Fondation Palladio publient à travers une étude annuelle un état des lieux économiques du secteur. Le second volet de cette étude vient d'être publié. Il s'agit, via un sondage, de prendre le pouls du moral des chefs d'entreprise de la filière afin de savoir quel est leur niveau d'optimisme, leurs motifs d'inquiétude, les classes d'actifs qui suscitent leur confiance et celles qui, au contraire, les préoccupent. Et puis aussi, quel est, selon eux, l'avenir de cette industrie de l'immobilier et de la ville. Pour nous parler de cette étude et la commenter, voici Quentin Nam, manager chez EY et cheville ouvrière de cette étude réellement très intéressante. Quentin Nam, bonjour. Bonjour. Premier enseignement de ce sondage par EY et la Fondation Palladio sur le moral et la confiance des acteurs de l'immobilier et de la ville, 52% des dirigeants sont optimistes sur leur perspective à 12 mois. Alors, on pourrait imaginer que 52%, au fond, ce n'est pas si mal, sauf que à la même époque, l'année dernière, les dirigeants étaient 84% à se dire optimistes. Est-ce que vous vous attendiez à un résultat à la baisse aussi marqué ? Écoutez, c'est pas étonnant quand on parle à 40 directeurs généraux, ce qu'on a fait pour cette étude qu'on a rencontrée donc de visu, parce qu'on a 515 dirigeants qui ont été rencontrés, qui ont été interrogés dans le cadre d'une enquête en ligne, mais 40 directeurs généraux ont été rencontrés de visu. Et avant même d'avoir ces résultats que vous évoquez, on avait bien l'impression d'avoir affaire à un changement d'air, un changement radical d'air, parce que comme vous l'expliquez, cette filière, elle a l'habitude d'avoir 80% de dirigeants optimistes, d'être une filière très optimiste, en tout cas depuis de nombreuses années. Là, c'est quelque chose de très marqué, de très nouveau, qui se traduit et qui se voit dans tous les secteurs d'activité, de l'ingénierie à la commercialisation, en passant par la construction. C'est marqué depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'augmentation des taux d'intérêt, depuis l'augmentation des coûts des matériaux. Donc oui, on s'y attendait. Vous venez de donner quelques explications à ces chiffres. Certains pourraient se dire aussi que finalement le problème est très conjoncturel, mais est-ce qu'il y a aussi des choses peut-être plus sous-jacentes derrière ce résultat ? Il y a deux types de facteurs qui expliquent cette baisse assez radicale de l'optimisme des dirigeants. Les premières choses, ce sont des choses honnêtement que l'on considère comme étant conjoncturelles, même si elles ont vocation peut-être à durer un certain temps. La première des choses qui est soulignée par 49% des dirigeants, c'est l'augmentation des coûts des matériaux et des matières premières. Donc ça avait commencé déjà il y a un petit peu plus d'un an, et c'est quelque chose qui rogne les marges, qui rogne les capacités des entreprises à investir. Or, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, l'investissement pour ces entreprises, c'est très important, alors qu'il y a des défis très importants comme la transition environnementale. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation des taux, et donc là, je ne vais pas faire un cours d'économie sur l'augmentation des taux, mais ça avait commencé avec une inflation importée de Chine suite à la crise Covid, renforcée bien évidemment par la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qui est cité par 46% des dirigeants. Et enfin, on a l'augmentation des coûts de l'énergie, 37% des dirigeants, puisque certains secteurs, comme la gestion ou la construction, le bâtiment, sont très consommateurs en énergie. Donc ça, ce sont des facteurs, honnêtement, assez conjoncturel en réalité, même si... Et qu'on pourrait dire un peu court terme aussi, finalement. Court terme, même si les taux de 0 ou 1%, on peut considérer que ça c'est terminé, donc on a un petit peu tourné la page. En revanche, il y a une deuxième catégorie de raisons qui sont sous-jacentes, qui étaient déjà existantes, comme d'abord la difficulté à recruter, à fidéliser des talents. C'est quelque chose qui est prégnant dans tous les secteurs d'activité de la filière, et c'est toujours présent. Et ensuite, deuxième chose, capacité à mobiliser du foncier et à obtenir des permis de construire. C'est toujours présent, et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très structurel dans la filière. Et qui, d'ailleurs, je fais un tout petit aparté, explique aussi les difficultés énormes vécues en ce moment par la promotion. Alors le foncier, effectivement, c'est quelque chose qui arrive en tête dans les difficultés des promoteurs. Les promoteurs, c'est le secteur d'activité le plus inquiet dans cette baisse de morale des dirigeants de la filière. En revanche, les promoteurs mettent bien en avant quand même l'augmentation des taux.
Puisque la façon dont il présente les choses, c'est qu'il y a un déficit d'offres qui est prégnant depuis plusieurs années, qui a été renforcé par les élections municipales, parce qu'un certain nombre de municipalités écologistes, mais pas que, ont réduit le nombre de permis de construire qui ont été délivrés. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, déficit de demande aussi. Déficit de demande, cette fois-ci, depuis 1 an. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais qu'on revienne sur votre méthodologie pour conduire cette étude et surtout dire à nos auditeurs quelles activités sont incluses dans cette étude. Vous posez la question du périmètre. Oui. Je vais répondre en 2 points. Le premier point, c'est sur les produits qui sont pris en compte dans cette filière de l'immobilier de la ville, étude qu'on réalise depuis 7 ans avec la Fondation Palladio. C'est tout ce qui concerne le bâti, l'environnement bâti, donc les logements, les lieux de travail, les lieux de loisirs, donc les commerces par exemple, mais également les hôtels, l'hôtellerie, les équipements publics, catégorie d'actifs assez importante, la logistique. Je vais prendre l'exemple du secteur aérien ou du secteur ferroviaire, tout ce qui est terminal, tout ce qui est gare. Ça rentre dans le périmètre de notre étude, mais les voies ferrées ou le tarmac des aéroports ne rentrent pas en compte dans le périmètre de l'étude. Deuxième chose, en termes de secteur d'activité, donc on a une véritable chaîne de valeur qui va de la conception des actifs immobiliers avec l'architecture, avec l'ingénierie, le conseil, l'expertise, la promotion immobilière, la construction, jusqu'à l'exploitation et même à la démolition des actifs. Donc tout ça, c'est le périmètre de cette filière qui représente 11% du PIB en France. C'est beaucoup plus que n'importe quelle autre filière industrielle, que ce soit le luxe, la mode, l'aéronautique, l'automobile. Et c'est 2,3 millions d'emplois en France, ce qui en fait là aussi le premier employeur industriel. Oui, et justement, ce secteur reste le premier employeur industriel de France. Et cela même, alors que vous venez de le dire, qu'on aurait tendance à placer peut-être l'industrie du luxe ou de l'automobile en tête du classement, et notamment en raison de la communication. Et là, on constate, grâce à votre étude, que le ralentissement de la croissance du secteur se traduit déjà par un ralentissement des embauches en 2022 par rapport à 2021. L'immobilier, donc, deviendrait désormais plus regardant en termes d'embauche. Alors, il y a 2 choses. Je pense qu'en 2022, on a une certaine réduction du nombre d'emplois créés parce que 2021 a été véritablement marqué par un rebond. 2020, l'immobilier, la ville, c'était comme n'importe quel secteur d'activité. C'était le Covid, la crise sanitaire. Donc, il y avait un rattrapage. Une très grande prudence qui a arrêté les recrutements. Or, on est sur une filière qui crée en moyenne 50 à 60 000 emplois par an lors des 5 dernières années. Donc on est la filière économique qui crée le plus d'emplois en France. En 2021, il y a eu un rattrapage. En 2022, il y a une certaine correction. Suite à ce rattrapage, il y a un petit peu plus de prudence qui apparaît dans certains secteurs d'activité. Je pense à la promotion immobilière qui, en effet, est assez inquiète. Ça se retrouve, en effet, dans les recrutements. Après, la filière a créé, d'après nos estimations, qui mériteront d'être affinés au cours de l'année, mais 27 400 emplois, c'est à peu près 10% des créations nettes d'emplois en France. Donc vous voyez que c'est en ligne avec le poids économique de cette filière. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques témoignages d'entrepreneurs à ce sujet, puisque vous avez pu leur parler? Est-ce qu'ils vous ont dit quel profil désormais ils recherchent? Vous avez toujours quand même les profils historiques qui sont présents, parce que pour construire, il faut des constructeurs, pour faire de la promotion immobilière, il faut des promoteurs. Donc on ne va pas avoir une réelle révolution dans les recrutements qui sont réalisés. Donc je pense qu'il faut pas finalement s'attendre à ce qu'il y ait un bouleversement des types de profils qui sont recherchés. En revanche, on pose la question, effectivement, et c'était dans le premier épisode, puisqu'on a un panorama qui cette année sort en épisode. Premier épisode sur les RH, sur les talents, publié le mois dernier, qui montre que de plus en plus, on a une certaine diversité de profils recrutés avec des promoteurs immobiliers qui recrutent des profils qui ont fait Sciences Po ou qui ont une formation plutôt littéraire, des cabinets d'ingénieurs qui recrutent là aussi des personnalités qui ne sont pas forcément issues d'écoles d'ingénieurs. Et ça montre, en réalité, ça traduit l'interconnexion de toutes les problématiques qui sont
soulevées par l'immobilier et la ville, on y reviendra, il y a un certain nombre de révolutions. Oui. Les besoins des clients finaux, c'est-à-dire de nous tous, évoluent fortement. Et donc pour ça, pour répondre à ces besoins, il faut des compétences qui sont de plus en plus variées, peut-être en matière de digital, par exemple, puisque le digital est de plus en plus utilisé dans la filière. On a des secteurs d'activité qui, honnêtement, sont en avance par rapport à la filière immobilière. Et certains dirigeants interrogés considèrent ces filières ou ces secteurs d'activité comme un vivier de recrutement potentiel. On peut penser au secteur des médias ou secteur du e-commerce qui sont assez en avance sur ces thématiques par rapport à l'immobilier. J'aimerais qu'on rentre dans le détail de l'étude maintenant, parce qu'il faut faire des distinctions, évidemment. Est-ce que le niveau de confiance des dirigeants, tel qu'il a été mesuré par vous, diffère en fonction des activités et aussi des sous-secteurs ? Absolument, on voit que cette hétérogénéité du niveau de confiance entre les secteurs d'activité se voit aussi dans les types de produits, c'est-à-dire dans les classes d'actifs de la filière. Vous avez des classes d'actifs qui tirent honnêtement le moral des dirigeants vers le haut. D'abord, l'immobilier de santé, puisque vous avez quasiment 6 dirigeants sur 10 qui sont optimistes pour cette classe d'actifs, parce que, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais la population de notre pays vieillit, et donc ça représente tout autant d'enjeux, parce qu'il faudra prendre soin de nos aînés. Et donc, effectivement, depuis plusieurs années, on voit que cette filière, cette catégorie d'actifs est assez porteuse. Oui, même la silver economy est en train de véritablement progresser. Et même chose pour l'hôtellerie, si on parle d'autres classes d'actifs, puisque l'année dernière, l'hôtellerie avait le moral un petit peu dans les chaussettes, si je puis dire. Aujourd'hui, vous avez un dirigeant sur 2 environ qui est optimiste pour cette catégorie d'actifs, et je pense que c'est à mettre au regard du bilan très positif, me semble-t-il, du tourisme qui a été présenté par le gouvernement il y a 2 semaines, qui profite non seulement à des territoires comme Paris, mais aussi aux métropoles, à d'autres types de territoires. Et les investisseurs, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, nous disent que l'hôtellerie est porteuse. Après, il y a des secteurs d'activité peut-être moins, ou qui suscitent un petit peu plus d'inquiétude. Peut-être ils sont au nombre de 3. Je dirais plus de questionnement. D'abord, le commerce. Ça fait plusieurs années, honnêtement, que le commerce est source de questionnement. Et là, on peut faire le bilan de la crise sanitaire. La crise sanitaire a montré que le commerce physique, présentiel, était important. Mais cette parenthèse a été de courte durée. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'enseignes sont en difficulté. On s'inquiète d'une peut-être baisse de la consommation des ménages, même si tout ça, bien évidemment, reste à confirmer. Ça serait bien évidemment pas bon pour le commerce français. Ensuite, il y a le bureau, qui était très porteur depuis de nombreuses années et qui, là, ne suscite la confiance que de 30% des dirigeants, parce que l'hybridation du travail fait que les entreprises, les utilisatrices, se posent un certain nombre de questions sur le bureau qu'il faut à leurs collaborateurs. Et donc aujourd'hui, il est vrai qu'on a l'impression, en tout cas on constate un intérêt renouvelé pour des bureaux bien situés, en centre-ville, bien desservis par les transports en commun et aussi de qualité, avec des salles de réunion, des espaces collaboratifs. Certaines catégories peut-être d'actifs tertiaires pourraient perdre en valeur, les actifs moins bien situés, ceux qui sont aussi moins performants d'un point de vue énergétique. Et puis être adapté par les opérateurs qui créent constamment de nouveaux produits, en fait, pour peut-être remettre en cause le bail commercial tel qu'il est pratiqué, ou bien mettre en place le bail flexible et d'autres choses encore, bien d'autres choses. Sur le bureau, il y a une grosse interrogation encore. On sait que la demande placée est liée plus ou moins à la performance économique de l'économie nationale. Et donc là, je pense que nous avons un certain lot d'incertitudes. Alors, on nous avait promis une récession qui, pour l'instant, n'est pas présente. Tant mieux. Mais si la croissance de l'économie française devait ralentir, alors les investisseurs craignent un effet plutôt négatif sur la demande placée, ce qui est un questionnement supplémentaire pour cette classe d'actifs. Et puis, il y a une classe d'actifs qu'on n'a pas évoquée, qui nous concerne tous, le logement. C'était peut-être votre question suivante, mais le logement, effectivement, qui est très, très divers, parce qu'on a l'ancien, le neuf,
le logement social, et on a un retournement là, de situation par rapport à l'année dernière. Le logement était toujours présenté comme la catégorie ou la valeur un petit peu refuge pour les investisseurs parce que beaucoup de besoins. Là, la hausse des taux d'intérêt provoque deux choses. La première chose, d'un point de vue très concret, c'est une impossibilité d'y accéder. Alors, une possibilité moins importante d'accéder au crédit pour les ménages. Il y a des gens qui sont effectivement pénalisés, qui peuvent moins facilement accéder au crédit. Je pense notamment aux primo-accédants. Oui. Et donc, ça fait des acheteurs potentiels en moins. Et ensuite, vous avez les investisseurs. Alors, soit les investisseurs particuliers, bien évidemment aussi les institutionnels, excusez-moi, qui sont plus frileux depuis un an parce que la hausse des taux d'intérêt signifie une diminution de leur rendement dans un contexte de plus forte régulation concernant le marché locatif. Je pense bien évidemment à la loi climat et résilience qui retire progressivement du marché les passoires thermiques, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, mais la réalité à court terme, c'est qu'un certain nombre de logements vont sortir du marché locatif, ce qui ne devrait pas arranger les choses. Est-ce que les dirigeants interrogés vous ont fait part de leur stratégie d'adaptation au monde qui change et à cette économie en pleine mutation ? Oui, alors déjà peut-être un chiffre, 76% des dirigeants interrogés nous disent que la révolution environnementale de la filière va influer sur leur stratégie, soit de manière très importante, soit de manière substantielle, on va dire, d'ici 3 ans. Donc 3 ans quand même à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle d'une filière économique, c'est très court terme. Donc on voit que cette question de l'adaptation des activités au réchauffement climatique et à l'impératif de réduction des émissions carbone, il est très présent dans les stratégies des entreprises. Après, on aura un 3e volet que je vous invite d'ores et déjà à consulter en juin, lorsqu'il sera publié, qui traitera justement de manière très détaillée de la manière dont les entreprises intègrent cette dimension environnementale. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le travail qui reste à faire est quand même colossal si on prend un petit peu de recul, notamment en matière de rénovation. Le chantier est quand même gigantesque et largement devant nous. Je vais prendre le risque de poser ma question suivante. Alors peut-être que vous me direz qu'on aura la réponse au prochain épisode, mais est-ce que pour vous, il s'agit simplement pour ces dirigeants de s'adapter pour survivre, je dirais passer la tempête, ou bien est-ce qu'il y a aussi chez eux une vision, une volonté plus profonde d'imaginer un avenir pour la filière de l'immobilier ? Écoutez, moi je pense que c'est les deux. Parce qu'en effet, quand on est dans une filière qui produit les lieux de vie, qui touche finalement chacun des Français, qui a quand même un impact non négligeable sur le climat, parce que l'environnement bâti, c'est 43% de la consommation d'énergie en France, c'est 23% des émissions de CO2, donc c'est moins que le transport, tout mélangé, mais on n'en est quand même pas très loin. C'est aussi comparable avec l'agriculture, donc c'est un des 4 gros piliers quand même, des émissions carbone en France. Et donc les dirigeants montre bien d'un intérêt quand même et d'une mobilisation, j'allais dire, citoyenne pour agir en la matière. Après, vous posiez la question de stratégie d'adaptation. Il est clair que les entreprises doivent avant tout survivre, donc il faut payer les collaborateurs, il faut passer les crises, il faut maintenir les comptes à flot, et donc forcément on a aussi des stratégies d'adaptation plus court-termistes qui permettent de passer les crises. On l'a vu au moment de la crise Covid. Les crises sont parfois courtes, mais il faut pouvoir les passer. On voit bien que la filière de l'immobilier est particulièrement consciente, vous venez de le dire, qu'elle est et qu'elle sera au cœur de la transition écologique. J'aimerais savoir si certains témoignages vous ont plus marqué que d'autres. Je pense que je voudrais citer l'exemple de dirigeants du logement social qui font partie, on les a comptabilisés dans le secteur de la gestion, mais on voit bien que toute cette question finalement de la transition écologique que vous évoquez a non seulement un impact sur le climat, mais aussi sur la vie de nos concitoyens. Les dirigeants du logement social sont parmi les dirigeants les plus inquiets à ce stade, et je dirais pour des raisons totalement différentes
des autres dirigeants de la filière, des autres dirigeants interrogés. Ces dirigeants mettent en avant aujourd'hui l'augmentation des prix de l'énergie. Vous voyez, c'est seulement la troisième source d'inquiétude en général dans la filière, pour la simple et bonne raison que certains locataires pourraient être dans l'impossibilité de faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Encore en France, on a la chance d'avoir des prix de l'énergie qui augmentent de manière moins importante que dans la plupart des pays européens et des membres de l'Union européenne. Mais bon, voilà, donnons l'exemple, plus 15% sur l'électricité. Et donc les dirigeants du logement social sont face à cette inquiétude en disant comment certains locataires vont faire face à l'augmentation de leurs charges privatives, des charges locatives également. Et on voit bien que la question de la performance énergétique permettrait aussi d'apporter une réponse à cette hausse en rendant le parc et les logements plus efficients. À quelle date sera publié le 3e épisode de l'étude ? Alors la date n'est pas encore définie de manière exacte, mais je vois que vous brûlez d'envie de connaître tous les enseignements. Ce sera aux alentours du mois de juin. Eh bien, je vous remercie, puis on se donnera rendez-vous pour la suite. Merci de m'avoir invité. Merci.